C'est bon, là, vous êtes bien? Est-ce qu'on commence? Si je vous dis comme ça, spontanément, représentez-moi un magicien, un sorcier, qu'est-ce que vous allez le représenter comment? Bon, c'est vrai qu'on est vraiment marqué par Harry Potter maintenant. Mais en fait, des histoires de magiciens, on en a depuis l'Antiquité. Et en Égypte, il y avait donc ceux qu'on appelle les prêtres ritualistes en chef, qui connaissaient les rituels, les livres, et qui notamment étaient souvent des prêtres de divinités dangereuses. Par exemple, il y avait une déesse avec une tête de lionne, la déesse Sermet. Serem en égyptien, ça veut dire puissant, donc la puissante. Et c'est elle notamment qu'envoyait les maladies. Donc on pensait que les prêtres qui s'occupaient de la déesse Sermet étaient de très bons médecins et protégeaient contre les maladies, parce qu'ils connaissaient bien les divinités. Et donc là, vous voyez, vous avez un magicien. On est d'accord, pas de chapeau pointu, pas de cape. Comment savoir que c'est un magicien ? Vous voyez là, le socle. Ça s'appelle comment ces trucs-là? Je me rappelle plus du mot. Oui ? Des hiéroglyphes, tout à fait. Il y a des inscriptions donc en hiéroglyphes, et c'est là qu'on a lu que cet homme s'appelait Étépi et qu'il était magicien chargé de la protection de la chambre du roi. Parce que le roi peut être attaqué par... je ne sais pas, un assassin quelconque a décidé de prendre le pouvoir, pourquoi pas. Mais il y a aussi des démons. Et la nuit, quand on dort, on est moins attentif. Donc les Égyptiens avaient plein de techniques pour se protéger durant la nuit. Par exemple, si vous allez au musée du Louvre, vous verrez, il y a des oreillers, ce qu'on appelle des appuie-têtes. C'est en bois, ça a une forme un peu comme une banane. Vous voyez, on se mettait comme ça, avec un pied. Et sur le pied, soit vous avez un petit démon qui s'appelle Bès, qui va faire peur aux méchants démons, soit vous avez des nœuds sculptés. Parce qu'on pense que le démon, il n'est pas très malin, il n'est pas fufute, le démon. Et il va se perdre dans les nœuds, il n'arrivera pas jusqu'à la tête. Donc si vous avez peur, vous faites des nœuds sur votre tête d'oreiller, et comme ça vous êtes tranquille. Il ne vous arrivera rien, c'est de la magie à l'égyptienne. Donc lui, vous imaginez le rôle important chargé de protéger la chambre du roi. Donc c'était un personnage haut placé, c'est pour ça qu'il avait une statue. Vous savez, dans les musées, vous avez que les riches, parce qu'avoir une statue, une tombe, des sarcophages, enfin tout ça, il y avait peu de monde en Égypte qui y avait accès. Et cette statue, elle est en quoi ? Alors vous voyez, dans mon PowerPoint, vous avez les images et vous avez ce qu'on appelle la légende. Alors tout en bas, il y a le crédit de la photo, ça vous vous en fichez, c'est pas une information qui vous intéresse. Mais au-dessus, vous avez, vous voyez, le titre de l'œuvre, la date de création et en quoi elle est et sa taille. Je ne le mets pas systématiquement, mais là, donc vous savez que c'est une statue qui fait 38 cm de haut. Donc oui, c'est pas rien, il est grand comme ça. Et les incrustations, c'est au niveau des yeux, vous le voyez ? Il y a de la pierre blanche, de la pierre noire, un peu de métal. Donc c'est une statue qui est quand même très luxueuse. Mais elle a quel âge, cette statue ? Oui, elle a 4000 ans, la statue. Ça vous étonne pas, une statue en bois qui a 4000 ans ? Si vous enterrez un truc en bois, là, dans Paris, l'année prochaine, vous le déterrez, il va déjà avoir bien moisi, parce qu'il pleut. Ça a été trouvé dans une tombe. Et les tombes en Égypte, ils les font dans le désert. Le désert, c'est chaud et sec, ça garde tout. Donc, quand vous irez au Louvre... Alors, donc, demain, vous allez au Louvre. Le but, c'est... Moi, je vous montre les objets là, mais c'est quand même mieux de les voir en vrai. Donc, demain, hop, vous allez vérifier, vous allez au Louvre, et vous verrez, il y a une robe qui a 4000 ans, une robe en lin. On a des chaises qui ont 3500 ans. On a de la nourriture qui a 3500 ans. Parce que ça a été retrouvé dans les tombes et parfaitement préservé. C'est génial, non ? Donc là, il est vraiment dans l'état de découverte. On n'a absolument rien fait.
Et il est représenté comme un notable, un homme important. Vous allez remarquer, la plupart des statues, comme ça, avancent la jambe gauche. C'est-à-dire qu'il est dans l'action, hein, il a ce rôle, ce pouvoir. Et dans sa main gauche, il devait tenir une longue canne qui a disparu. Tandis que dans la main droite, il a un petit panier. Et peut-être dans ce panier se trouvent ces instruments magiques. Parce qu'il y a des baguettes de magiciens. Alors, elles ne ressemblent pas à celles de Harry Potter. Ça, c'est certain. Il y a plein d'objets qu'on pense être des baguettes magiques. Je vais vous montrer à un moment un serpent, un grand serpent en métal un peu tortillonné. Les égyptologues se demandent si ça ne serait pas utilisé comme une baguette magique. Vous verrez aussi, dans les salles du musée, il y a comme des boomerangs en ivoire d'hippopotame. Vous avez déjà vu un hippopotame ? Vous avez vu, ça a des grandes canines en haut et en bas. Pas aussi grandes que les défenses des éléphants, mais ça a de très grandes dents. Et ces dents-là sont utilisées, vous voyez, coupées on pourrait dire dans le sens de la longueur, comme une tranche. Ça a un peu la forme d'une banane, si vous voulez. Et il y a des gravures dessus. Et ce sont des démons, des personnages protecteurs. Donc on pense que ce sont peut-être des baguettes magiques. Et on a retrouvé dans une tombe de prêtres magiciens des lézards desséchés. Oui, un lézard. Eh bien, on se demande si ce n'était pas utilisé comme des baguettes magiques. Donc, des magiciens, on en a. Des histoires de magiciens, on en a plein. Alors, il y en a un qui fait intervenir un roi qui s'ennuie dans son palais. Et on lui propose des spectacles de magie. Oh, c'est pas mal comme distraction. Et on lui dit qu'il y a un magicien extraordinaire. Bah, déjà, il est extraordinaire parce qu'avec tout ce qu'il mange tous les jours, normalement, il devrait mourir. Je ne sais plus combien, c'est une dizaine de bœufs. Vous imaginez manger une vache entière? Mais là, 10 vaches, des centaines de pains, des cruches de bière à foison. Enfin, déjà, avec un régime comme ça, vous y restez. Lui, il a atteint plus de 100 ans. À l'époque, quand on avait 40 ans, on était super vieux. Vous imaginez, c'est vraiment un homme extraordinaire. Et on l'amène devant le roi, et le roi dit « Qu'est-ce que tu sais faire ?»« Je sais recoller les têtes. »« Ah, très bien, qu'on m'amène un prisonnier. »« Oh non, mais on va quand même pas faire ça sur un humain. On prend un animal, genre, c'est déjà bien. » Et devinez qui va y passer ? Une oie, ça ressemble. Donc, l'oie qui ne demandait rien à personne, qui menait sa vie d'oie tranquille, schlac, on lui coupe la tête. Devinez ce qui se passe ? Le magicien prend l'oie, prend la tête, schlac, il recolle, et l'oie redémarre. Efficace. Elle est un peu surprise, l'oie, d'ailleurs. Regardez, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Mais, bon, pas mal. Alors, il y a un autre magicien qui, lui, a le rêve de tous les Égyptiens. Il a un beau jardin. C'est où, l'Égypte ? Oui. Voilà, nord-est de l'Afrique, il y a un grand fleuve qui s'appelle le Nil. Mais on est d'accord, il y a quelques champs de part et d'autre. Puis après, tout de suite, c'est le désert, hein. Donc, c'est un climat quand même assez sec. Alors, avoir un jardin avec un grand bassin, des arbres autour, c'est un rêve. Et donc, là, voilà, vous avez une représentation d'un jardin comme ça. Sauf que vous avez vu, c'est marrant hein, comment c'est représenté. Le bassin, on a l'impression qu'on est au-dessus, comme si on volait. Vous le voyez ? Bah, c'est comme ça qu'on verra le plus fidèlement la forme du bassin. Mais un arbre vu d'en haut, ça fait un rond vert. On ne va pas voir ce que c'est. Donc, vous voyez, ils ont trouvé la technique, ils les ont allongés. Les arbres égyptiens, ils ne poussaient pas couchés. Hein. C'est pareil, les canards et les poissons égyptiens, ils ne nageaient pas allongés. Mais comme ça, on identifie bien toutes les choses. Et regardez, on voit bien d'ailleurs les palmiers avec les dattes. Vous avez déjà mangé des dattes ? Regardez, il y a les petites grappes de dattes là qui sont sur les palmiers. Donc, ce magicien possède
un superbe bassin dans un jardin ombragé. Et il y a un truc qui l'énerve, c'est que sa femme, à chaque fois qu'il est parti, invite plein de monde qui vient se baigner dans son bassin. Il ne supporte pas. Donc, il décide de protéger son bassin, de faire un signal d'alarme. Mais comment faire quand l'électricité n'existe pas? Il va donc prendre de la cire d'abeille. Oui, c'est ce qui sert à fabriquer les bougies. Oui. Et quand vous la manipulez avec la chaleur des mains, elle se ramollit, ça fait un peu comme de la pâte à modeler. Et il va faire un petit crocodile. Alors avec un petit museau de crocodile, une petite queue de crocodile, des petites pattes de crocodile, des petites dents de crocodile. Il prend sa baguette, alors je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble, sa baguette, vous imaginez, et il dit « protège mon bassin ». Et il place ce crocodile dans le fond du bassin. Que se passe-t-il quand sa femme fait venir les invités? Oui. Ouais. Il devient un vrai crocodile avec les grandes dents de crocodile et il n'y a plus personne pour profiter du bassin. Alors c'est efficace, hein? Vous voyez qu'on ne plaisante pas. Il ne faut pas toucher les affaires des autres. Vous allez voir que c'est un truc qui revient. Hein. Alors, encore ce roi qui s'ennuie dans son palais, et donc son fils lui dit « Et si tu faisais une petite promenade en bateau, là, sur ton lac ?» « Oh ouais, tiens. Alors, je vous ai encore choisi un bateau que vous verrez au Louvre, toujours en bois, toujours 4000 ans, le bateau. Attention, c'est pas le bateau de Barbie, hein, c'est pas un jouet. Mais les Égyptiens pensaient que ce qu'on mettait dans les tombes, ça allait devenir vrai pour les morts. Donc, il aurait un vrai bateau dans l'au-delà pour naviguer, pour aller de la rive est à la rive ouest, enfin pour circuler, il aura son propre bateau. Et vous voyez, il y a les petits rameurs, les petites rames, la petite cabine pour l'ombre, enfin bon. Sauf que le roi, lui, il veut pas des rameurs, il veut de jeunes et belles rameuses. C'est plus joli à regarder, dit-il. Et bon, bah, il fait sa petite promenade, ça se passe bien, les rameuses sont très jolies. Et alors, tout d'un coup, pouf, il y en a une qui s'arrête. Alors, du coup, les autres s'arrêtent de ramer aussi. Et il y a des discussions, tout ça. Alors, ça énerve le roi. Il était tranquillement en train de rêvasser, là, dans son bateau. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a perdu un bijou. Faites-la venir. Il paraît que tu as perdu un bijou. Mais c'est rien, je vais t'en acheter un autre. Ah non, moi je veux mon bijou, c'était celui de ma grand-mère. Je dis, tiens, j'en veux pas un autre. Mais écoute, je suis roi, je peux te donner des bijoux par milliers. Non, je veux celui de ma grand-mère. Elle n'est pas têtue, hein. Bon, magicien. On fait venir le magicien. Et le magicien va replier l'eau du lac. Lui, il n'ouvre pas, il replie. Et donc, qu'est-ce qu'on voit au fond? Le bijou. Et une fois que le bijou est récupéré, il remet l'eau du lac à sa place. C'est les poissons qui ont été un peu surpris. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Mais regardez, vous comprenez pourquoi elle le voulait, son bijou? Oh, il était beau, hein. Vous le verrez d'ailleurs, il est au Louvre. Et puis, là, on va parler du plus puissant de tous les magiciens. Mais alors vraiment, le top du magicien. Mais attention, il a un nom un peu compliqué. Il va falloir que vous le mémorisiez bien. Donc, il s'appelle, vous répétez avec moi, Na, Né, Fer, Ka, Pta. Nanéferkaptah. Et donc, Nanéferkaptah est déjà un magicien extrêmement puissant. Mais il veut être encore plus puissant. Et il y a le moyen absolu, c'est connaître les secrets des dieux. Or, il sait que le dieu Thoth a écrit un livre où se trouvent toutes les connaissances des dieux, l'encyclopédie divine. Alors, le dieu Thoth, le voici, vous voyez, il a une tête de quoi? De singe. Mais il peut avoir aussi une tête d'ibis. Enfin, il peut être complètement singe, comme ici, complètement ibis, ou homme à tête d'ibis. Un ibis, c'est un oiseau qui ressemble un peu à une cigogne, avec un bec recourbé.
Il est associé à la Lune. Donc c'est pour ça qu'ici, il porte... C'est vrai qu'on dirait le soleil, mais c'est la pleine Lune qu'il a sur la tête, posée dans le croissant de Lune. Et Thoth, vous voyez, là vous voyez mieux, il est aussi associé à la pleine Lune. Et vous voyez ce qu'il a autour du cou, ce qu'on appelle l'œil Ujjat, ça signifie être saint, être entier. Et ça représente aussi la pleine Lune. Donc vous voyez, c'est un dieu associé à la Lune et aux mesures liées à la Lune. Et Thoth a inventé ce que vous avez appelé les hiéroglyphes. Ce que les Égyptiens appelaient les Medu Neter, les paroles du dieu. C'est Thoth qui a inventé l'écriture pour parler avec les humains. C'est pour ça que les Égyptiens vont s'embêter avec ce système pendant plus de 3000 ans. Vous imaginez 1 millier d'hiéroglyphes. Nous, on utilise quoi comme système d'écriture? L'alphabet latin. Vous ne saviez pas que vous utilisiez l'alphabet latin? Et alors donc, on a combien de lettres dans l'alphabet latin? 26. Et je suis sûre que vous êtes comme moi, vous faites d'énormes fautes d'orthographe. Juste avec 26 lettres, vous imaginez avec 1 millier d'hiéroglyphes? Donc on a compris aussi que finalement il n'y avait pas beaucoup d'Égyptiens qui savaient utiliser cette écriture. Mais un magicien, un prêtre, il utilise forcément les beaux hiéroglyphes. Alors, vous voyez, c'est une écriture qui est composée d'animaux. Là, par exemple, vous avez un petit poussin de caille. Pas facile, lui. Donc des animaux. Là, il y a un cobra, vous voyez. Des plantes. Là, c'est une touffe de plantes. Des humains, entiers ou en morceaux. Regardez, là, vous avez juste une bouche. Des objets, enfin, voilà, et qui notent des sons et des idées. Alors, nous, on sait les lire grâce à mon héros. Mon héros, c'est Jean-François Champollion. En 1822, ce savant français a compris le système et il est encore plus mon héros parce qu'il a réussi à créer un musée égyptien au Louvre. On ne voulait pas au début. Donc, il a réussi à faire ça. Il est génial. Et donc, ces hiéroglyphes peuvent être représentés de gauche à droite ou de droite à gauche, à la verticale ou à l'horizontale. Il y a 4 possibilités. Là, regardez, c'est facile pour savoir si c'est vertical ou horizontal. Vous avez des colonnes. Donc là, on se doute bien que c'est vertical. Après, pour savoir si c'est de gauche à droite ou de droite à gauche, il faut repérer un animal. Et il regarde toujours du côté du début du texte. Le petit poussin de caille, là, il regarde de quel côté? Vers la gauche, donc on lit de gauche à droite. Et on commence par cette colonne, on descend comme ça, puis après on lit le hiéroglyphe à gauche, le hiéroglyphe à droite, on descend à gauche, à droite, et hop, on fait pareil là. Et donc, en général, c'est comme aussi les bulles des bandes dessinées, vous savez qui dit quoi, parce que c'est orienté dans le sens du personnage auquel il se rapporte. Et là, vous avez le nom de cette divinité. Vous voyez, ça, c'est comme un petit jeu d'échecs, le jeu de scénette. Hein, remarquez, plutôt un jeu de dames. Et ça, c'est le son men. Le filet d'eau, c'est le son n. La corde, c'est le son ch. Et le poussin de caille, c'est le son ou. Men chou. Nous, on l'appelle Montou, ce dieu. La corbeille, elle se dit Neb, et ici, elle veut dire le Seigneur. Donc, Montou, le Seigneur, Djr, R-T-I. Et quand vous voyez ça, c'est le symbole des villes, des lieux. Vous voyez, on dirait deux routes qui se croisent dans un rempart. Ça ressemble un peu à un ballon de foot. Djerti, en fait, c'est la ville de Tod. Montou, le Seigneur de Tod. Ça y est, vous savez lire les hiéroglyphes. Pas mal, hein? Mais bon, vous êtes d'accord, ce n'est pas un système super pratique. Vous écrivez la liste des courses en hiéroglyphes, vous êtes mort de faim avant d'avoir fini, hein? On est d'accord. Donc, ils avaient un autre système, vous voyez, qu'on appelle le hiératique. Hein. C'est l'écriture cursive. Et ça s'écrit de droite à gauche. Et là, vous avez du papyrus. C'est fait à partir d'une plante qu'on appelle le papyrus. On coupe la tige en lamelles, on écrase, on laisse sécher et ça donne des feuilles, mais des feuilles qui sont quand même assez cassantes.
Donc c'est pour ça que les livres égyptiens n'étaient pas des livres avec des pages, mais des grands rouleaux. Le plus long, il fait 40 mètres de long. Vous imaginez un livre de 40 mètres? Je ne sais pas quel marque-page il faut, hein, mais ce n'est pas pratique. Hein. Et alors là, vous voyez, il y a aussi le matériel du scribe. Alors, scribe, c'est un mot latin. Ça vient de scribere, qui veut dire écrire. Vous savez écrire? Eh bien, vous êtes des scribes. Vous ne saviez pas que vous utilisiez l'alphabet latin et que vous étiez des scribes? Vous avez bien fait de venir aujourd'hui, hein? Pas mal. Hein. Et donc, il y a des roseaux. Alors, certains disent calame. Le calame, c'est un roseau taillé en pointe. Vaut mieux dire un pinceau, parce que ces roseaux, ils mâchouillaient le bout, ça désolidarisait les fibres et ça faisait comme des poils de pinceau. Et l'encre, vous vous rappelez de nos peintures à l'eau qu'on avait en pastille? Ben, c'est exactement ça. Vous trempez le pinceau dans le godet, puis vous diluez l'encre, et regardez, on voit même, il a essuyé le surplus d'encre sur le côté. Et ça, c'est un coupe-papyrus. Génial. Donc, Thoth a inventé les paroles divines, les Medou Neter. Et il a écrit un livre. Il s'appelle comment déjà, le magicien? Naneferkaptah. Donc, Naneferkaptah veut le livre de Thoth. Donc, c'est son obsession. Hein. Il se lève le matin, il n'a même pas posé les pieds hors du lit, mais où est le livre de Thoth? Il va se coucher, mais où est le livre de Thoth? Et devinez à quoi il rêve la nuit? Au livre de Thoth. Donc, il est un petit peu obsédé par cette question. Donc, il va faire une enquête, un peu comme une enquête policière. Et il aboutit à... Le livre de Thoth est enterré quelque part dans le désert. C'est précis comme info, ça? Parce que le désert, on a vu, il y en a un peu partout, là, en Égypte. Hein. Vous allez vers l'est, vous avez le désert arabique, et vers l'ouest, c'est le désert libyque, c'est le Sahara. Donc, quelque part dans le désert... Bon, alors, il va utiliser la magie hein, pour se rapprocher. Il fabrique un bateau en cire, avec les petits rameurs, la petite cabine et tout. Il prend sa baguette, je ne sais pas à quoi elle ressemble, vous imaginez, et il dit que ce bateau me conduise jusqu'au livre de Thoth. Le bateau grandit, il a à peine le temps de sauter dessus, que déjà, il navigue sur le Nil, comme ça, pendant plusieurs jours. Et un matin, il aborde, il arrive, et il s'arrête. Naneferkaptah saute à terre, traverse les champs et se retrouve donc face au désert. Alors, c'est plus tous les déserts, on est d'accord. Mais imaginez, je vous emmène sur une plage et je vous dis, voilà, dans cette plage, j'ai enterré un truc. Bon, d'accord, c'est pas toutes les plages du monde, mais enfin bon, pas facile. Donc, il se dit, mais comment je vais deviner? Ah, bah non, bah ça y est, je sais. En fait, vous savez pourquoi? Il y a un truc bizarre. Dès qu'il y a un truc bizarre, les dieux sont derrière. Bah oui, il voit bouger une colline. Et il n'a pas bu d'alcool. Hein. À jeun, hein. Il voit la colline qui bouge toute seule. Vous avez déjà vu ça, vous? C'est louche. Il s'approche. En fait, vous savez pourquoi elle bouge, la colline? Parce que ce n'est pas une colline, c'est un tas énorme de serpents. Alors, vous voyez, les serpents qui s'entrelacent, tout ça, bah, du coup, ça bouge. Bon, alors, s'il y a un tas de serpents ici, c'est qu'en dessous, normalement, est enterré le livre de Thoth. On est d'accord. Donc, il faut quand même un petit peu pousser les serpents. Il prend sa baguette et il dit que tous ces serpents deviennent grains de sable. Tous, sauf un. Mais alors attention, le serpent. Vous avez déjà vu un boa? Peut-être pas en vrai, mais à la télé, enfin, c'est pas mal un boa. Hein? Ben, vous imaginez un boa à côté de ce serpent-là, c'est un vermicelle. Rien que l'œil du serpent est plus grand que vous. Ah, tout de suite, ça calme. Hein. Et visiblement, la petite formule contre les serpents, c'est pas suffisamment efficace. Donc, il reprend sa baguette
Et formule plus puissante, que ce serpent meure à l'instant. Rien, le serpent regarde Nanéfer Kapta. Et bon, lui, il veut le livre de Thoth, hein, donc c'est pas un serpent qui va l'arrêter. Hein, donc il faut vraiment trouver une formule, un truc, pas possible. Alors, qu'est-ce que vous feriez? Il va lui couper la tête. C'est vrai que, bon, puisque la magie, ça marche pas, on va essayer la bonne vieille violence, hein, le truc classique. Il se fait apparaître une sorte de grosse épée. Là, le corps tombe, la tête tombe. Vous rappelez l'histoire de Loi? Sauf que là, ça se recolle tout seul. Les deux morceaux bougent et ch'toing, ils se recollent et le serpent se redresse. Bon, peut-être que 2 morceaux, ça suffit pas. Il reprend l'épée, clac. Que font les 3 morceaux? Tac, tac, ils se recollent. Bon, peut-être que 3 morceaux, ça ne suffit pas. Il essaye 10 morceaux. Il essaye 50 morceaux. Il essaye 100 morceaux. Il essaye des rondelles de saucisson. Que faites-vous? On est où? Dans le désert. Dans le désert, il y a Vous avez un serpent, une épée, du sable. Comment faire? Vous prenez un serpent magique, énorme, vous prenez une épée. Vous lui coupez la tête. Et il faut éviter que ça recolle. Donc, qu'est-ce que vous faites avec le sable? Vous le mettez entre les deux. Vite, vous glissez plein de sable entre le corps et la tête. Et il ne peut plus se recoller. Ah, il fait comme ça et pouf, le serpent est mort. Ah, ça va mieux là quand même. Bon. Donc, il faut creuser pour trouver le livre de Thoth. Donc, il prend sa baguette et il dit que sorte du sol le coffre qui contient le livre de Thoth. Et alors là, ça fait comme un tremblement de terre. On entend et paf, sort du sable, au milieu d'une gerbe de grains de sable, un énorme coffre en bois. Alors, en fait, celui-là, il faudrait que vous alliez à New York pour le voir. Et dans la réalité, c'était un cercueil. Mais moi, j'utilise les objets un peu en illustration, là, on est d'accord. Et donc, vous imaginez un énorme coffre de bois qui doit contenir le livre de Thoth. Donc, il prend sa baguette et il dit que s'ouvre le coffre qui contient le livre de Thoth. On entend clic, clic. En fait, les coffres égyptiens, ce n'étaient pas des coffres forts comme les nôtres. Hein. Là, vous voyez, il fallait soulever le couvercle. Il y en a d'autres, c'est 2 petits boutons, mais une ficelle pour le fermer. Enfin, mais nous, on peut imaginer que le coffre du livre de Thoth, créé par un dieu, hein, voilà. Donc, on entend clic, clic. Ouais, c'est un vieux coffre. Et devinez ce qu'il y a dedans. Raté, un autre coffre. Le premier était en bois d'acacia, le deuxième est en bois d'ébène. Alors là, vous voyez, ça c'est un de ces coffres avec des boutons. Vous mettez une ficelle et hop, ça permet de fermer le couvercle. Là, il y a un petit système de charnière. Donc, il prend sa baguette et il dit que s'ouvre le coffre qui contient le livre de Thoth. Devinez ce qu'il y a dedans? Un autre coffre. En cuivre. Bon, alors, là, vous voyez, on voit bien que ça coulisse. Bon, alors, donc, vous imaginez un énorme coffre en cuivre. Donc, alors, il prend sa baguette. Eh oui, un autre coffre en bronze. Alors, il prend sa baguette. Un autre coffre en fer. Alors, il reprend sa baguette. Bah ouais. Là, j'en ai un en ébène et en ivoire. Oui, il y en avait en ivoire. Enfin, coffre, vous êtes d'accord? À force, c'est plutôt coffret. C'est comme les poupées russes, hein, ça devient de plus en plus petit. Donc, il prend sa baguette. Hein? Eh ben non, encore un coffre. Alors, celui-là, il est en argent. Un coffre en argent, ça commence à être pas mal, parce que pour les Égyptiens, l'argent, c'est le squelette des dieux.
Bon, là, en fait, c'est encore de l'ébène, de l'ivoire, de la faïence. Mais on dirait que... Hein, bon. Donc, alors, il prend sa baguette, et encore un coffre. Mais alors... mais en or. Alors là, c'est bon. Parce que pour les Égyptiens, l'or, c'est la chair des dieux. Alors là, il reprend sa baguette, formule bien puissante, on entend... Elle est compliquée, cette serrure. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Le livre de Thoth. Le voilà. Mais vous avez vu, c'est un tout petit rouleau de papyrus. Vous voyez les explications dans les œufs Kinder Surprise? C'est la même taille. Il regarde, il dit, mais c'est quoi cette arnaque? C'est tout ce qu'ils savent, les dieux? Alors il prend ce mini rouleau de papyrus, il le met sur sa main, il le déroule, ça tient sur la main, il ne fait pas 40 mètres de long, celui-là, on est d'accord. Hein. Et évidemment, ce sont des hiéroglyphes, hein. C'est Thoth qui a inventé les hiéroglyphes. Évidemment, lui, il sait les lire, mais le problème, c'est que ça ne veut rien dire. Vous imaginez, vous mettez les lettres de l'alphabet latin dans le désordre, ça va peut-être faire des mots, mais qui ne veulent rien dire. C'est exactement le même problème. Mais c'est quoi ce truc? Ça veut rien dire. Alors il essaye un hiéroglyphe sur 2, un sur 3, un sur 10, dans un sens, dans un autre. Rien. Est-ce que vous imaginez ce qui se passe dans la tête de Nanéferkaptah à ce moment-là? Vous vous rappelez, c'était son obsession. Il se levait le matin, il se couchait le soir, le livre de Thoth. Il a le livre de Thoth dans la main et ça ne veut rien dire. Donc là, Nanéferkaptah, il est écœuré. Il se laisse tomber, là, il s'assoit dans le sable, il fait « Non, mais j'ai passé ma vie à chercher ce livre. J'ai fait une enquête, j'ai abouti, c'est dans le désert, j'ai fait un bateau, j'ai tué des serpents, j'ai tué un gros serpent, j'ai ouvert plein de coffres. Et j'ai ce truc-là qui veut rien dire. » Ah, mais alors là, il est désespéré. Et passe au loin un chacal, une sorte de chien sauvage. Le chacal regarde Nanéferkaptah, il regarde les serpents morts, regarde les coffres, et il fait « Tiens, il a dû trouver le livre de Thoth. » Et il s'en va. Vous parlez le chacal, vous? Eh bien, Nanéferkaptah non plus, hein, il n'a pas fait chacal deuxième langue. Hein. Mais j'ai compris ce qu'il disait. Vérifions. Alors, il relit encore un petit peu le papyrus, il tend l'oreille, les oiseaux dans le ciel font « Hé les gars, regardez en bas, il y en a un qui a trouvé le livre de Thoth. » Ouh, il relit encore. Dans le fond du Nil, les poissons. Hé, il y en a un qui a trouvé le livre de Thoth. Ouh, il est bien ce bouquin, hein, finalement. Hein. On dirait que ça veut rien dire, mais il faut l'apprendre par cœur. Est-ce que vous voulez connaître la technique égyptienne pour apprendre un texte par cœur? Ça peut peut-être vous servir dans vos études. Alors, il faut prendre un morceau de papyrus qui n'a jamais servi et vous recopier le texte. On ne va pas détruire l'original. Vous vous rappelez, c'est de l'encre, c'est de la peinture à l'eau. Et donc, votre rouleau de papyrus, votre copie, vous la plongez dans de la bière. Alors vous, à votre âge, je ne sais pas, vous essayez une grenadine. Et vous êtes d'accord, l'eau va dissoudre l'encre. Vous buvez et vous connaissez tout par cœur. Technique égyptienne. Mais moi, je vous conseille d'apprendre la bonne vieille technique traditionnelle. Apprenez vos leçons par cœur parce que ça, non, ça ne va pas marcher. Il faut être égyptien il y a 4000 ans pour que ça marche. Enfin, toujours est-il que pour lui, ça marche. Il boit les paroles du Dieu, c'est vraiment ça. Il a la magie. Pour les Égyptiens, la magie, c'est un truc qui se passe dans le ventre.
C'est une puissance, c'est pas intellectuel, c'est un pouvoir. Et alors là, il comprend tout, il voit la mécanique céleste, les planètes qui bougent, les étoiles. Il voit même les dieux. Regardez, il voit le dieu Ré, le soleil, Ré ou Ra. Là, c'est le soleil du midi sous la forme du faucon qui parcourt le ciel dans une barque. Vous voyez, comme ils transportent tout par bateau, ils imaginent que même les dieux dans le ciel, ils sont sur des bateaux. Et il voit arriver un dieu qui n'a pas l'air super content. À votre avis, c'est qui celui-là ? Vous vous rappelez, Thoth peut être représenté sous la forme d'un singe, mais aussi sous celle d'un ibis. Alors d'accord, ça fait bizarre, un homme avec une perruque et une tête d'ibis, mais c'est Thoth. Et là, Thoth, il va être sans pitié. Il va tuer Nanéferkeptah et il va tuer toute sa famille. Ah bah parce qu'il ne fallait pas toucher à ses affaires. Vous vous rappelez l'histoire du magicien avec son crocodile ? Ah ouais, vous aimez les histoires qui se terminent bien ? Eh ben non, pas celle-là. Oh là là, c'est désespérant, hein. Bon, on continue quand même ? Bon, on va vérifier si vous avez bien écouté. Là, il y a un intrus. Un animal dont je n'ai pas parlé. Ouais, la grenouille. Alors, vous verrez, quand vous serez dans les salles égyptiennes, près des bateaux, il y a une toute petite grenouille. Ça fait même pas 1 centimètre. Et les Égyptiens avaient remarqué que, vous savez, les grenouilles, ça s'enterre l'hiver. Et ça ressort de la vase au printemps, comme si elles renaissaient. Donc, c'est associé à la renaissance. Et on mettait ça dans les tombes parce qu'on espérait renaître comme les grenouilles, comme le soleil, le premier matin du monde. Donc, à côté, c'est quoi ? C'est un ibis, donc c'est Thoth. Vous avez retrouvé le petit croco que je vous ai montré tout à l'heure, et ça, c'est un des poissons qui fait « Hé les gars, il y en a un qui a trouvé le livre de Thoth. » Et là ? Ouais ? Mais non, l'hippopotame, j'ai parlé d'hippopotame tout à l'heure. À quel propos ? Les dents, vous vous rappelez ? Les baguettes. Alors, j'ai parlé de l'hippopotame. Donc, quel est l'intrus ? Oui ? Ah non, c'est pas une lionne, c'est une chatte. C'est une petite chatte, effectivement. Là, c'est un des oiseaux qui voit du ciel le livre de Thoth. Là, vous retrouvez le serpent que je vous ai montré. Et effectivement, je ne vous ai pas parlé de chat. Les Égyptiens sont des animaliers extraordinaires. Regardez, il y a un de ces petits qui est en train de lui faire des mamours, là, qui l'embrasse. Un autre qui est en train de jouer avec sa queue. Et le troisième qui se dit « chouette, j'en profite », hop, il est en train de téter. Donc, effectivement, c'était elle l'intruse. C'est bon ? Bon, bah alors, il y en a qui peuvent se réveiller. C'est l'heure.